Salut à tous, c'est Arkil pour PokerStrategy.com. Salut à tous pour notre deuxième coaching sur le jeu en live. Alors bon, j'ai un petit souci avec mon coaching player, donc j'espère que tout va bien. En fait, il s'affiche pas en entier. Malgré tout, j'arrive à voir vos questions, donc c'est le principal. Donc je vais me garder un lien. Hop, je vous l'envoie là. S'il y a quelqu'un qui arrive sur le coaching et qui te demande où c'est qu'il peut voir et entendre le coaching, si vous pouvez lui envoyer ce lien, ce serait cool. Voilà, alors, donc c'est déjà l'heure, donc on va tout de suite démarrer. Au programme ce soir, première chose, on va faire une foire aux questions, donc où je vais répondre un peu à toutes les questions qui ont été posées sur les différents threads depuis le dernier coaching. Donc c'est quelque chose qu'on va faire si on continue les coachings sur le jeu en live. On commencera toujours par une petite fac, je vais en discuter un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, donc rituel, c'est la première partie, donc ça va être tout ce qui est du comportement que l'on va faire de manière rituelle, c'est-à-dire, bon, vous verrez bien ça, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment besoin de s'adapter à la situation, c'est quelque chose qu'on va faire tout le temps, quelque chose qu'il faut s'habituer à faire. Troisième point, on va voir pourquoi il est important de faire passer un bon moment aux fiches et comment le faire. Et dernière chose, on va voir comment on peut servir notre comportement pour manipuler un peu notre adversaire. Ça va être une partie assez succincte parce que je vais faire ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse un jour un coaching complet sur la manipulation, et donc là on va vraiment mettre ce qui est que par le comportement. Par le comportement le long terme, pas quelque chose d'instantané quoi. Donc on va voir ça. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. Et on commence tout de suite avec la foire aux questions, donc fac version française, pas la frequently asked question anglaise, mais bien les questions que vous avez posées au moins une fois, et on va parler de tout ça. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse pendant cette première partie, et que l'on fera à chaque fois, c'est que toutes les questions que vous avez qui ne sont pas pendant le coaching, là, si vous avez une question tout d'un coup qui vous vient, ou que vous avez en débutant ce coaching et qui n'est pas en rapport avec la thématique du jour, je vous invite, plutôt que la poser pendant le coaching et puis que ça fasse un peu cheveux sur la soupe, de la garder, soit vous la mettez sur un post-it sur votre fond d'écran, voire au mieux vous pouvez même l'envoyer directement sur vous pouvez ouvrir mon blog. Alors si je le retrouve, il est là. Vous pouvez ouvrir le blog pendant le coaching, et si jamais vous avez une question, vous mettez reply sur le blog et vous mettez votre question là. Et ensuite, au prochain coaching, on fera comme on va faire ce soir, c'est-à-dire discuter un peu de toutes les questions qui ont été posées, essayer de faire un petit peu le tour. Il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu sur le blog directement, mais je pense que c'est un petit peu mieux si on arrive à faire ça pendant le coaching, ça sera quand même un petit peu plus intéressant. Alors juste... Hop, désolé. Alors, pour la première question, c'est Akran qui m'a posé ça, et je l'ai mise en premier alors qu'elle sera pas vraiment dans le thème des autres de cette page. C'est: quel est ton point de vue sur la différence entre le jeu en cercle et le jeu en casino? Alors si je l'ai mis en premier, c'est parce que j'ai déjà commencé à lui répondre, c'est que moi j'ai très peu d'expérience en cercle, donc je peux pas vraiment faire un comparatif. Si je l'ai mise là, c'est pour que les personnes qui ont un petit peu de feedback là-dessus, un petit peu des choses à dire, puissent commencer à y répondre pendant qu'on fait le tour des autres questions dans le chat. Ça serait assez sympa là pour lui, pour MyFoxyBaby aussi, qui se pose la même chose. Alors personnellement, moi ce que j'avais répondu, je crois, je suis plus certain de ce que j'avais dit, mais pour moi j'étais une fois en cercle et j'ai pas vraiment apprécié l'expérience parce que c'est un peu l'usine. C'est comme lorsque il y a des grands événements, par exemple les WPT à Monaco, ce genre de truc, et que à côté il y a du cash et il y a 50 tables de cash, et c'est un peu l'usine, faut patienter, on change pas vraiment de table quand on veut, on est vraiment beaucoup moins libre qu'en casino. Ça me plaît beaucoup moins, donc effectivement c'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de monde différent, mais ouais, j'aime un petit peu moins l'ambiance, le fait que c'est un peu plus carré, un petit peu trop carré en fait. Parce que les mecs sont là pour faire du fric et ça se sent. Voilà, donc pour mon point de vue. Donc n'hésitez pas dans le chat
nous dire un petit peu, ceux qui ont déjà un petit peu fait les deux, fréquenté un petit peu les cercles et aussi le casino, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Salut Akran. Alors, après donc cette question d'Akran, la deuxième question était est-ce qu'il faut, donc là on va parler surtout bankroll, et ces trucs dans le genre, donc est-ce qu'il faut la même bankroll live qu'online, c'est-à-dire 30 buy-in, nous demande Ghost Poker, Ghost for Poker, je sais pas trop comment ça se prononce son pseudo. T'inquiète pas, ouais, donc justement je disais que j'avais peu de réponses, plus que ce que je t'ai déjà mis, et donc je demandais aux poker stratèges qui étaient là s'il y en a qui ont une réponse à apporter, à nous la partager. Donc pour moi, je pense qu'on peut avoir un BRM beaucoup plus agressif en live qu'online. Pourquoi? Parce que, première chose, on a beaucoup plus d'edge. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le précédent coaching, c'est que si vous avez une table où vous avez le même edge en live que ce que vous auriez sur une même table online, barrez-vous. Donc vous jouez avec un edge en théorie très conséquent, sinon vous ne jouez pas. En tout cas, si vous voulez avoir un jeu gagnant, un jeu... Enfin, si vous voulez jouer de manière à gagner un petit salaire, voire à gagner votre vie comme ça, vous vous barrez, et donc ça veut dire que vous avez un énorme edge normalement sur la table, et donc on peut jouer avec un buy-in, avec un BRM un peu plus agressif. De plus, ce qui est important, c'est que on va avoir un stop loss, j'en ai déjà parlé aussi, un stop loss qui va vraiment être drastique. On va le voir tout de suite là, dans la suite. C'est que, bah, en fait, quand j'arrive, je prends, je sais pas, en L1K, disons par exemple, je prends 2000 € dans les poches. Et une fois que j'ai perdu mes 2000 €, je peux pas perdre plus. Donc j'ai mon stop loss qui est là et je peux rien y faire. Et c'est justement un avantage pour pouvoir avoir un BRM un peu plus agressif. C'est un peu plus facile d'aller faire du coup d'aller faire un shot sur une limite supérieure. Par exemple, je sais pas, vous dites, bah voilà, à partir du moment où j'ai 15 buy-in, je vais faire un shot et puis on va voir comment ça se passe. Bah, c'est très facile, vous savez qu'avec un buy-in dans la poche, ou deux si vous voulez, je ne sais pas, qu'une cave dans la poche ou deux, et bah, vous la perdez, vous vous barrez, et vous redescendez la semaine d'après ou la fois d'après, vous allez jouer à une limite inférieure. Alors, quel type de BB100 peut-on espérer? D'ailleurs, c'est assez dur à dire. Et ouais, c'est entre 20 et 25 mains. 20 mains, c'est assez standard. 25, c'est vraiment les très très bons croupiers, très bonnes tables. Mais généralement, sur une table full ring, il faut compter 20, voire 22 mains par heure. Avec un bon croupier, 22 mains par heure, c'est vraiment bien. Ensuite, Arnaud BRV me dit comment mettre en œuvre la fonction auto-rebuy sans être pris pour un drôle d'énergumène. Alors ouais. La semaine dernière, je disais, ouais, vous posez votre cave, donc par exemple vos 100 bébés, et bah, vous perdez 2 bébés, est-ce que je repose 20 € quoi? Par exemple, on va prendre la NL 1000 hein, pour discuter. Est-ce que je repose mes 20 €? Non, on va pas faire ça. Alors déjà, est-ce qu'il faut toujours, et ça va être un peu lié avec la question de Sandim, d'at-on KV max systématiquement en live? C'est pas forcément non plus. Il y a certains cas où j'ai pas KV max, par exemple, j'ai un régular chiant avec qui je sais aime me jouer, qui a la position sur moi, la place que j'ai, bah, je vais être mal placé par rapport à lui, et il est KV deep, et les autres, les fiches qui sont là sont KV short, ils sont KV à 25-50 BB, bah je vais poser 50 BB, ça sert à rien de mettre plus, parce que la seule chose que je vais faire avec mes 50 BB supplémentaires, ça va être de me retrouver de jouer hors position contre le reg. Donc ça va pas être intéressant, dans certains cas comme ça va effectivement, j'ai effectivement pas KV full. Sinon, ce qui peut se passer, donc comment auto-rebuy, enfin rebuy, comment rebuy, bah, moi ce que je fais, c'est que généralement, la plupart des cas, moi, sauf s'il y a un fiche deep, je vais KV 100 BB, donc généralement j'aurai plus de jetons que l'ensemble des joueurs, qui seront entre 25 et 50, ce qui fait que bah, les 50 bébés que j'ai en plus me servent à rien, donc ça sert à rien que je recave si je tombe à 750 €, alors que le joueur qui avait le plus deep en a 700, bah, ça sert à rien que je remette. Et donc je vais en remettre là où ça commence à devenir intéressant. Donc par exemple, imaginons, il y a un autre fiche qui arrive avec 1000 €, bah, clairement là je vais recaver, je peux même caver plus dans ce cas là. Au lieu de poser, imaginons je suis tombé à 800, au lieu de poser 200 € et puis toutes les 5 minutes à me demander est-ce que je pose pas, bah, je vais reposer 500 € d'un coup, voir tout ce que j'ai dans les poches d'un coup, et comme ça après j'ai plus besoin de me poser de problème. En sachant qu'en théorie, normalement casino, on peut caver 250 BB. On n'est pas limité à 100, on peut monter jusqu'à 250. C'est-à-dire à la 5-10,
c'est la table qu'ils appellent la 250, le minimum c'est 250, et on peut caver 2500 si on a envie. Donc faites gaffe par contre, parce que c'est rare que les fiches cavent plus que 100 bébés, donc si un régular arrive, qu'il a la position sur vous, qu'il a envie de vous emmerder, et qui cave 2500 € aussi, bah ça va vraiment vous péter les roustons. Limite ça vaut le coup de quitter la table si vous êtes 250 bébés deep contre un mec, et puis que contre qui est régular qui a la place, et que tous les autres ils ont 25-50 bébés quoi. Donc ça peut vous forcer après à quitter la table de faire ça, mais vous pouvez le faire si jamais, dans certains cas. Que penser des short stack, middle stack stratégie en live, nous demande Arnaud BRV, encore une fois lui. Donc j'ai déjà un peu répondu, moi je pense que c'est hyper EV+, le souci c'est que bah, vu que tu joues qu'une main, que 20 mains par heure, bah ça va être hyper chiant déjà, et en plus, point de vue gain horaire, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Après si c'est vraiment une stratégie qui te plaît, pourquoi pas, hein. Pour moi je suis persuadé que c'est hyper EV+, parce que les mecs savent juste pas jouer avec cette profondeur, ils savent juste pas du tout se servir enfin jouer à 25 bébés, donc ils peuvent vous relancer à 8 bébés, ils vont vous coller avec 8 et 9 off, bon bah ça sera juste injouable pour eux, vous allez développer un gros edge, c'est pareil pour les 3 bêtes, il y en a, enfin UTG ils vont relancer leur roi disputed, ça va être collé 3 fois, bah vous pouvez push gentiment derrière avec une range quand même pas mal large, donc je pense que ça va être très EV+ de faire ça, enfin ça va être pas mal EV+, mais bon ça va être, je pense, j'ai jamais essayé, hein, mais je m'étais toujours dit qu'il fallait le faire pendant un moment, qu'il fallait que je teste, de m'asseoir avec 25 bébés, de doubler, et puis ensuite de poser 100 bébés sur la table, mais je l'ai jamais fait, bon pourquoi pas. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était jetons, profondeur, etc. Ensuite, Crap People nous demande est-ce qu'il vaut mieux jouer ces tirages agressivement ou passivement. Ça c'est un peu comme sur internet, ça va dépendre de la situation de l'adversaire, du combien vous êtes dans le pot, etc. T'as des articles stratégiques là-dessus, et ça va pas changer, enfin les choses à prendre en compte vont être les mêmes que ce soit sur internet ou en live. En sachant que généralement en live, les gens comptibet peu, donc quand ils comptibet, ils ont top pair ou seconde pair, et que si tu les raises, ils vont généralement pas passer. Donc il faut s'attendre à souvent, et en plus souvent on a plus de cotes implicites, donc souvent on va être plus amené à les jouer passivement, mais c'est pas toujours le cas, hein, faut bien faire gaffe à ça. Isaac40 qui nous demandait ce qui m'intéressait, ce serait les game plans pour les mini-tournois winner take all. Donc winner take all c'est le premier qui gagne. Moi ce que je conseille pour ce genre de truc, donc comme j'ai déjà répondu un peu, je n'ai pas trop joué, donc je vais pas faire quelque chose de précis, mais quand c'est du winner take all, faut faire du jeton. Pour faire du jeton, faut jouer beaucoup de mains. Donc faut vraiment pas hésiter à faire en début de partie, lorsqu'on est un peu deep, à jouer des mains, et à profiter du moment où les adversaires font les plus grosses erreurs, c'est là où on est un peu deep. Est-ce qu'il y a moyen de faire des lol bets qui regardent juste le nombre de jetons et autres trucs dans le genre, nous demandait Falbert. Et ouais, on va en discuter un peu plus tard, donc je vais le lol bet, genre les types de mise, donc je vais pas en parler plus maintenant. Ghost Poker me demandait qu'est-ce que tu penses du straddle, est-ce que tu le fais systématiquement ou jamais. Alors ma Foxy Bibi je crois, ou je suis plus sûr que c'était lui, mais il y a quelqu'un qui l'a dit, ouais tout va dire, Hercule il va réussir à nous justifier quelque chose de très EV-, parce qu'il va réussir à trouver une excuse. Non, effectivement le straddle, quand je suis arrivé, je trouvais que c'était une hérésie. Au début, jamais j'ai fait ça, enfin j'ai passé peut-être 1 an et demi sans faire un seul straddle, ou alors un peut-être sur 1 an et demi, peut-être 2 disons sur 1 an et demi. Mais finalement, il m'est arrivé après de repérer des situations où le straddle était une bonne chose. Par exemple, on était 6 à la table, et à ma droite, il y a un joueur qui a 2000 €, j'ai 2000 €, c'est un joueur loose passif fiche, et le reste de la table est assez loose passif aussi, pas très agressive. En fait, en faisant le straddle, ça me permet quoi? Ça permet déjà de calmer les mecs qui ont 25 big blinds, souvent ils ont du mal à rentrer, donc ça évite les multi-way. Et du coup, ce qui se passait lorsque je faisais mon straddle, il y avait beaucoup qui foldaient, et par contre celui qui était 200 bébés, il limpait, il complétait la blinde. Donc je me retrouvais énormément de cas à jouer des pots en position avec lui qui a limpé, qui va jamais folder sur ma relance, donc c'était pas mal intéressant. Ce que ça a fait aussi, en faisant ça, donc je me suis mis à faire du straddle, ce qui fait que lui il s'est mis à faire du straddle. Donc on joue des pots plus gros, et ça nous permet donc de prendre plus de jetons au mec. Mais c'est vraiment parce qu'il était cavé à 200 BB dips. Si on est cavé 100 BB dips, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui s'est repassé derrière, donc lui s'est mis à option, ouais c'est option, tout à fait. Donc ce qui s'est passé après, lorsque il s'est mis à faire straddle, moi j'ai fait sur straddle, c'est-à-dire, en France c'est pas autorisé, c'est relance dans le noir en fait. Donc les blindes c'était 5-10, il faisait 20, je faisais 40 dans le noir, donc ce qui voulait dire que s'il complétait, je n'avais plus la parole.
C'était parce qu'on n'était pas très nombreux à ce moment-là. On était peut-être même moins de, moins que 6 à ce moment-là de la partie. Alors ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que souvent vous allez, enfin, faut faire gaffe. On va voir, enfin vous l'avez vu dans mon plan, on va parler qu'il faut quand même amuser les gens, il faut que les gens s'amusent quand ils sont là, parce que bon, on va voir pourquoi tout à l'heure, mais on a vu ça. Donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ça fasse pas chier les autres, que ça fasse pas chier le reste de la table. Là c'était pas le cas, ça les faisait rigoler, ça partait en couille dans tous les sens, le mec il trouvait des calls complètement stupides, et c'était ce que je voulais moi. Ce que je voulais c'était qu'il fasse ça, et, euh, et donc c'est vraiment, j'avais un cas très spécial pour faire ça, pour faire dans le noir, c'était vraiment quelque chose de très spécial. Mais effectivement, il existe des cas, alors bah, suffit de regarder dans quel cas ça peut être V+. Donc moi voilà, le truc que je vous ai dit, c'est qu'il faut clairement que la top soit au passif, parce que si on relance beaucoup votre option, bah, vous allez devoir souvent la folder, et en fait vous vous retrouvez quoi au final? Vous vous retrouvez à avoir une big blind de plus, à doubler l'investissement que vous faites par tour. Par contre, si jamais on vous laisse voir des flops, si on vous laisse très souvent la possibilité de la relance et de faire ce que vous voulez, dans ce cas-là c'est pas trop un souci, et d'avoir quelques autres petits avantages derrière, ça peut le justifier. Voilà pour soi, salut Judoka. Ghost Poker encore, qui me demandait comment s'adapter à une table où les relances préflop sont si tellement collées par 4-5 joueurs. Vaut-il mieux quitter la table ou relancer plus fort? Alors quitter la table, certainement pas. On veut ce genre de table, on veut jouer à ce genre de table. Comment s'adapter? Bah oui, effectivement, relancer beaucoup plus cher. Par exemple, moi lorsque j'ai commencé, enfin vraiment le premier endroit où j'ai grindé ici, c'était en 2-4. Et c'était ça, hein, lorsque ça relançait, t'étais collé par toute la table. Et la relance standard, donc c'était de la 2-4, la relance standard c'était 20 voire 22 euros. Lorsque j'étais UTG, je faisais même 24, donc entre 4 et 6 big blinds, ça faisait enfin entre 5 et 6 big blinds même. Donc c'était assez énorme quoi. Faut pas hésiter à faire ça, à relancer vraiment super cher. Du coup tu relances des ranges plus fortes, ça c'est sûr, hein. Lorsque t'es UTG, bah tu vas relancer peut-être As-Dame plus, point de vue As quoi, c'est-à-dire même As VS UT, tu vas peut-être même le limper, etc. Et ouais, donc faut pas avoir peur de ça, et faut surtout pas quitter une telle table, c'est super juteux quoi. Ensuite, Judoka qui vient d'arriver me demandait: est-il possible de vivre du poker en live vu le peu de mains par heure jouées? Le niveau commence-t-il le rec énorme en France? Alors, est-ce qu'on peut vivre? Moi j'en suis persuadé. Parce que bah, on a un gros ROI, enfin un gros win rate. Donc même si on joue que 20 mains par heure, le fait que l'on gagne beaucoup et puis que les blinds sont élevés, on va jouer en 5-10 ou plus. À mon avis, ouais, t'as moyen de gagner vraiment de quoi faire un petit salaire tranquille. Le niveau commence-t-il le rec énorme? Oui. Le rec 4%, donc c'est moins que sur internet, mais il est non capé, donc ça c'est différent sur internet. Mais ce qu'il faut voir sur internet, c'est que quand tu regardes les micro buy-in, genre la NL4, ce genre de choses, ben, le cap n'existe pas, parce que le cap c'est quelque chose comme 2 euros ou 3 euros, et pour atteindre le cap ça voudrait dire qu'il y a 200 big blinds plus au milieu, et donc ça tu l'atteins pas. Et en fait tu te rends compte que tu peux être gagnant à ses limites, clairement, et le niveau c'est à peu près le même, voire il est meilleur que celui qu'on a en live. Donc vraiment le niveau compense ça quoi, pour moi il y a aucun souci. Crappy Ball qui me dit: moi dans mes tables comme ça je limp call mes suited connectors. Ouais, ça dépend de la taille des relances, ça dépend de ta position effectivement, mais tu peux le faire, oui, tout à fait. Voilà pour un petit peu toutes les questions. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc comme je disais en introduction, pour ceux qui n'étaient pas encore là, n'hésitez pas, donc là si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport avec le thème de ce soir, donc le comportement à la table, gardez-les, mettez-les sur le thread de feedback là sur mon blog, et puis j'en parlerai au prochain coaching, si prochain coaching il y a, mais j'espère qu'il y aura ce coaching. Alors donc première partie maintenant, donc ce que j'appelais le rituel. Donc on va voir l'arrivée au casino en fait, et puis on va un petit peu tout détailler. Alors, lorsque vous arrivez, vous débarquez, vous laissez votre voiture au voiturier s'il y en a un, vous pointez à la caisse, et la première chose à faire, c'est acheter votre session complète. Moi, vraiment, je conseille ça. Au début, je le faisais pas. J'achetais ma cave, puis alors, si je me faisais décaver, j'allais recaver. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je préfère avoir toujours des jetons dans les poches. Donc, si je suis venu pour jouer 2 caves, 3 caves, bah, j'achète mes 2 caves ou 3 caves. L'avantage c'est que 1, j'ai pas besoin de quitter la table lorsque je perds des jetons, lorsque je perds ma cave. 2, quand je veux recaver, donc imaginons j'ai posé mes 100 blindes et puis je suis tombé à 75, bah, j'ai envie de recaver, voire j'ai envie de caver plus deep, j'ai envie de mettre 150 parce qu'il y a un fiche deep à ma droite, bah, je peux le faire. Alors si j'ai pas de jetons dans les poches, ça me force à me lever, aller en racheter, à s'asseoir, bon c'est
c'est moins facile, donc on aura moins tendance à le faire, on a plus tendance à rester assis et puis à se dire bon ben on va voir ce qui se passe, et c'est un petit peu dommage, on perd de l'edge. Donc j'aime bien avoir toujours des jetons dans les poches, ça sert aussi, bah des fois le fiche vient de se faire déstacker, il est pas trop motivé pour aller à la caisse recaver, bah si vous avez des jetons dans les poches, vous pouvez lui filer des jetons, vous pouvez lui vendre vos jetons, bon ça se fait peut-être pas dans tous les casinos, je sais pas trop, moi j'ai sur la côte là, j'ai jamais trop eu de problème avec ça, donc ça permet de le garder dans la partie, ça permet de sympathiser avec lui, ça permet tout ça, donc c'est des bonnes choses. Donc n'hésitez pas à le faire, moi je ne peux que conseiller. Et en plus c'est pour le stop loss, comme je disais, vous avez acheté et puis ensuite vous vous barrez, vous n'avez pas le risque d'être tenté de sortir la carte bleue, de sortir le chèque ou de sortir... Je vous déconseille, hein, vraiment, moi quand je vais au casino, j'ai pas de carte bleue, pas de chèque dans les poches, j'ai juste mon liquide, mais si vous en avez, bah, le fait d'avoir acheté votre session complète au début, ça vous fait un stop loss qui est un peu plus strict. Deuxième chose, donc vous venez d'acheter vos 200 jetons là, vos 200 blindes de jetons, ou 300 blindes, je sais pas. Vous vous dirigez vers la table, et là la question, est-ce que je mets des lunettes ou est-ce que je mets pas de lunettes? Donc on l'a dit la dernière fois, lorsque vous débutez, moi je vous conseille de mettre des lunettes. Il y avait je sais plus trop quel stratège qui disait ouais mais quand on met des lunettes ça donne des informations à l'adversaire, la plupart du temps. Ça montre qu'on est un joueur internet. Alors c'est pas forcément vrai, j'ai vu il y a peut-être 15% du field régular live qui met des lunettes, donc vous pouvez, ça donne une petit indice, un petit quelque chose, mais sans plus. Donc vous pouvez faire ça, pour moi il n'y a aucun souci avec ça. Ouais, c'était pour les facs, je pouvais pas mettre ma tête au milieu. Donc ouais, mettez vos lunettes lorsque vos lunettes de soleil. Je vais préciser effectivement. Alors ça dépend des lunettes que tu prends. Alors moi j'avais des lunettes, enfin je vous conseille vraiment si vous voulez mettre des lunettes de chercher des lunettes utiles, des lunettes qui couvrent bien entièrement les yeux, qui couvrent les côtés, qui soient suffisamment sombres pour que vos adversaires n'arrivent pas à voir vos yeux. Faut bien faire attention à ça, des fois on a l'impression d'être protégé par les lunettes et en fait on ne l'est pas. Et aussi qui vous permet de malgré tout bien voir vos cartes. Faut bien faire gaffe à ça, ça permet de dormir tranquille, effectivement MiCPIT. Mais faut quand même réussir à bien voir vos cartes. De temps en temps il y en a qui font des erreurs à cause de leurs lunettes, ils vont confondre un pic avec un cœur ou je ne sais pas, ce genre de choses. Donc faites attention à ça, il faut pas que ça arrive. Hein. Ouais, alors voilà, ça c'est la première chose, c'est quels sont les avantages des lunettes, c'est tout ça. Alors moi clairement, j'ai besoin de regarder plein de choses, et j'ai pas encore pris un rituel qui me fait regarder ça, et faire autre chose. Je regarde ce que j'ai besoin de regarder. Donc un adversaire qui fait attention, il va voir que je regarde son stack, que je compare avec la taille du pot, ce genre de choses, qu'il voit que une fois que j'ai regardé son stack, je lève les yeux, il va prendre des notes, il va dire tiens il est en train de calculer qu'il veut mettre le stack au milieu, donc soit il me prépare un gros bluff, il va falloir que je paye 3 barrels, soit il est en value, il veut me faire mettre tout l'argent au milieu, donc je me méfie, je sais que ça va me coûter cher le coup, et donc rien que mon regard lui a déjà donné l'info, ça veut dire avec une main moyenne il va pas me coller un barrel, parce qu'il sait que derrière ça va barrel, donc il fold. Donc voilà, ça, clairement, ce qu'on regarde, donc regardez nos cartes, je regarde mes cartes devant, pas en les soulevant et en les regardant, mais juste, j'ai le regard qui se dirige vers mes cartes, ça veut dire quelque chose. J'ai le regard qui se dirige vers les cartes adverses, ça veut dire autre chose. J'ai le regard qui se dirige vers le board, ça veut dire quelque chose. Donc tout ça, c'est énormément d'informations, et vraiment les lunettes, c'est un gros avantage pour ça. Moi, ce que j'ai fini par faire, alors, en cash, je parle bien pour le cash, en cash, j'ai fini par faire, j'avais mes lunettes, je ne les mettais plus, sauf contre les adversaires, contre qui je voulais éviter de donner toutes ces informations. Donc maintenant, je connaissais le field, je connaissais mes adversaires, je savais à qui je pouvais donner l'information, à qui je ne devais pas en donner. Et donc lorsque un coup se préparait contre un des adversaires qui pouvait se servir de toutes ces infos, et ben je mettais mes lunettes, donc elles étaient posées, je les redescendais, et je faisais mon jeu. Donc ça arrivait quand même assez rarement, hein, il y avait peu de joueurs comme ça, et ça me permettait de faire ça. Alors ça me permet donc de ne pas donner d'infos. Les gens voient arriver, bon j'ai mes lunettes, j'ai pas mes lunettes, ils s'en fichent un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un désavantage à avoir des lunettes, donc ça fait que les adversaires savent qu'on est souvent un joueur internet, enfin que c'est possible que la probabilité est augmentée disons, et deux, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut c'est avoir on va le dire tout à l'heure, c'est avoir un échange avec les autres joueurs, qui se fassent plaisir à jouer, il faut discuter avec eux, tout ça, et les lunettes ça fait quand même une barrière qui réduit la facilité à faire tout ça. Donc en MTT, enfin en tournoi, clairement vous pouvez mettre vos lunettes parce que en tournoi vous voulez pas que les gens jouent beaucoup de coups contre vous. Généralement ce qu'on veut en tournoi, on veut plus de fall equity qu'en cash. En cash on veut réduire notre fall equity. Et donc en cash on veut créer
ce lien qui va être abîmé par les lunettes. Donc si vous pouvez vous en passer, c'est mieux, mais ça demande quand même déjà d'avoir pas mal d'edge et pas mal de connaissances du field et des thèses, de ce que vous donnez, des infos que vous envoyez avant de pouvoir vous en passer. Donc moi je vous conseille de commencer avec, ensuite vous verrez. Chose d'après, donc on avait dit on poste la blinde. Alors pourquoi poster la blinde? Première chose, effectivement, ça donne pas d'infos, ça permet de montrer qu'on a un live start comme les autres, ça montre qu'on ne vient pas d'internet. Enfin, si je poste pas ma blinde, c'est 80% du temps, 85% du temps, je viendrai d'internet. Mais aussi autre chose, c'est que je vous l'ai dit encore aujourd'hui et la dernière fois, c'est que si on s'assoit à une table de cash en live, c'est qu'on pense avoir un gros edge. Et donc ça veut dire chaque main peut nous rapporter pas mal, et donc souvent lorsque l'on est lorsqu'on est en position très tardive, UTG, UTG+1, UTG+2, vous pouvez ne pas poster et attendre, mais si vous n'êtes pas si vous êtes en MP ou moins, clairement vous postez, et ce que vous allez gagner à jouer quelques mains en plus, ça va clairement racheter le fait que vous ayez posté. Ok, regardez ces cartes. Alors voilà, donc vous êtes arrivé, vous avez choisi si vous mettez vos lunettes ou pas, vous avez posté votre blinde, vous êtes assis, vous recevez vos cartes. D'ailleurs, n'hésitez pas pour poster votre blinde s'il y en a qui veulent faire des commentaires là-dessus, parce que ça surprend assez régulièrement des joueurs internet. Donc vous avez posté votre blinde, vous recevez vos cartes, et donc d'ailleurs je vais réduire un petit peu mon débit en commençant à poser un petit peu des questions. Vous recevez vos cartes, qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites, le croupier balance les cartes. Alors il me balance une carte, qu'est-ce que je fais? Il balance la deuxième carte, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous en pensez? Si tout le monde n'est pas en train de dormir, grâce aux lunettes. On attend son tour pour My Floxy Baby. Ok. On attend, on regarde les autres. Quand ils regardent leur carte pour Mick Pit, ouais, tout à fait. Alors, on n'attend pas en fait My Floxy Baby. Et en fait, en live, on va se rendre compte que si vraiment on veut maximiser notre edge, on attend rarement. On est tout le temps en train d'être actif. C'est pour ça que c'est assez épuisant. On regarde les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Ouais, pose les mains sur les cartes, ton protecteur, tout à fait. Regarde les réactions des gens qui regardent leurs cartes, exactement. Et RomTT lui dit on regarde tout de suite pour gagner du temps. Ça c'est aussi envisageable. Voilà. Alors, je viens de m'asseoir à la table, donc là MickPit me dit enfin on se concentre sur 2-3 joueurs importants, c'est dur de retenir les 9 joueurs. Oui, tout à fait. Alors, là on va pas rentrer dans le détail de ce que j'avais un petit peu parlé la dernière fois, qu'il faut se concentrer sur 1, 2, voire peut-être 3 joueurs. Donc je reçois mes cartes. Alors deux possibilités, je peux faire comme dit RomTT, je regarde très rapidement mes cartes, mais j'aime pas trop ça parce que souvent on a perdu de l'information. Ce que je fais, c'est je reçois mes cartes, tout de suite, je tourne ma tête sur la gauche. À droite, je n'ai rien à faire de ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas du tout, parce que ce qui se passe à droite, de toute manière, ça aura joué avant que ça arrive à moi. C'est-à-dire les adversaires qui sont à ma droite vont jouer avant que j'ai la parole. Donc ce qu'ils font en regardant leurs cartes, je m'en fiche, j'aurai déjà l'info. Par contre, je regarde de l'autre côté. Et certains adversaires vont donner de l'information. Et ça peut valoir de l'or. Par exemple, donc j'ai marqué Poker Stratège là parce que j'ai fait une partie avec un Poker Stratège qui se reconnectera, je pense. Et en fait, il y avait le spot de la table, le gros fiche qui était là, qui est UTG et qui relance. Donc c'est un maniaco débile qui a aucune idée de ce que c'est que la position, etc. Et il relance beaucoup de mains, je sais pas, peut-être 25-30% de ses mains, mais any position quoi. Donc il est UTG, il relance. Et là, j'ouvre. Donc c'est à moi de jouer, et j'attends, et je regarde, enfin c'est pas à moi de jouer, pardon, c'est lui qui joue, et je regarde sur le côté, et là je vois le Poker Stratège qui avait jamais joué en live, qui était là, qui regarde ses deux cartes, et puis tout d'un coup qui se met comme ça, qui commence à regarder d'un côté, à regarder de l'autre, alors qu'avant il était avachi sur sa chaise, et là tout de suite ça pue. Tout de suite je me dis, bon, on verra ça un peu dans les tells plus tard, mais un joueur qui est avachi, puis tout d'un coup s'avance, il va être agressif, clairement. Et donc là, c'est le cas. Moi, je regarde mes cartes, et là, j'ai un monstre par rapport à la range de mon adversaire. Je sais plus si c'est quelque chose comme As-Dame suited ou Paire de Dames. Il y avait une dame, je me rappelle. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais toujours est-il que soit j'ai Judge Call alors que je devais 3 bêtes, soit j'ai même foldé. Je pense que si c'était As-Dame suited, j'aurais foldé. Si c'était quelque chose comme Paire de Dames, j'aurais peut-être Just Call. Mais je crois que j'avais foldé. Et je me rappelle plus, j'avais mis sur mon blog peut-être, je sais plus. Bref, toujours est-il que ce qui est important, c'est que j'ai pas regardé à droite, ça sert à rien là, le joueur lag qui relance, mais de toute manière je sais, j'entends que y a une relance avant moi et que je vais devoir faire face à une relance, mais j'ai surtout regardé de l'autre côté, j'ai regardé ce qui s'est passé derrière moi. Et donc je sais que derrière moi, ça va 3 bêtes. Ou alors au moins si je 3 bêtes il va call, et ça peut peut-être même 4 bêtes. Vu tous les tells qu'il a donné, ça peut peut-être même 4 bêtes. Donc du coup, ça va clairement changer
la valeur de ma main. As-Dame, c'était clairement les nuts, j'allais 3 bêtes, mais vraiment avec la banane, vraiment super content de le faire. Là, je vois ça, c'est putain merde, je n'ai que As-Dame suited, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Donc voilà l'intérêt de faire ça. Donc je regarde ma table maintenant, et effectivement quand c'est à moi, ou quand j'ai regardé un petit peu tout ce que je voulais, je regarde mes cartes. Alors attention, toujours regarder ces 2 cartes d'un coup. Essayez de prendre le même temps pour regarder vos cartes, que ce soit paire d'as, faites pas tac comme ça. Ah, donc je soulève, je rebaisse, bon bah j'ai paire d'as, ou j'ai une main très simple, donc c'est souvent une paire. C'est pas quelque chose genre avec un cœur et un carreau, où j'ai besoin de regarder un petit peu pour voir ce que c'est pas un 7 et 9 off, c'est pas ce genre de main, c'est clairement pas ça que j'ai. J'ai très souvent une paire, et donc tout ça, ça donne de l'information. Donc je regarde mes cartes, je prends peut-être 1 seconde et demie pour regarder, je soulève, je repose, je remets mon protecteur de cartes et je joue. Mais clairement, il faut faire ça. Il faut prendre le temps de faire toutes les choses comme il faut, parce que sinon, c'est des informations que vous loupez et des informations que vous donnez. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce qu'il y avait beaucoup de questions là, sur ça dans les blogs, dans le blog et sur la vidéo. Est-ce que ça a répondu à tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Ne pas oublier de les mettre dans l'axe de la caméra pour la diffusion de TV. Tout à fait chaud d'habit. Ok, donc on va voir ensuite comment miser. Donc ça, c'est la chose suivante. Donc j'ai regardé mes cartes, j'ai envie de jouer ma main, et je dois miser. Donc là en l'occurrence, on est pré-flop, donc ça va être une relance. Et on en vient un petit peu à la question que posait Falbert, et quelqu'un d'autre avait dit que ça l'intéressait aussi. Et on va devoir réfléchir à comment on fait les choses. Alors, je vais pas parler que du cas pré-flop, je vais parler des mises de manière générale. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut faire avec nos mises. Il faut voir que souvent les joueurs ne comptent pas trop les tailles de pot, et qui sont, même s'ils entendent la taille de la mise, parce que le croupier va la dire, c'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs, mais souvent ils vont être influencés par le nombre de jetons qu'il y a en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis contre un mauvais joueur, je parle pas contre un bon joueur, mais je suis contre un mauvais joueur, et je suis en semi-bluff ou en bluff total par exemple. Je vais le faire passer. Le pot fait quelque chose comme 40. J'ai envie d'envoyer 25. Si j'ai des jetons de 5, je vais envoyer 5 jetons de 5. Par contre, maintenant c'est le contraire. J'ai les nuts. J'ai second 7 par exemple, sur un board un petit peu connecté. Le pot fait 40. Je sais que mon adversaire il sait pas bien calculer le pot. Il n'y a pas que 2 pièces au milieu. Je prends un jeton de 50 et j'envoie un jeton de 50. C'est possible qu'avec un jeton de 50 contre certains adversaires, j'ai moins de full equity qu'en envoyant 4 jetons de 10. Donc faut bien faire gaffe à ça. Si vous voulez perdre de la full equity, envoyez des gros jetons, mais peu de jetons. Essayez de mettre le moins de jetons possible au milieu. Lorsque vous voulez de la full equity, envoyez plein de jetons. Attention, ça c'est contre les joueurs qui sont pas forcément très bons. Parce que les bons joueurs, si vous vous amusez à faire ça contre eux, ils vont le remarquer et ils vont finir par avoir des reads, des tails. Donc le faites pas. Mais contre un mauvais joueur, c'est ouais, tout à fait, on va foutre les jetons. C'est une bonne chose à faire. Autre chose, donc je parlais d'adversaires qui ne sait pas bien calculer le pot. Sur internet, on est tous habitués à ce qui est marqué au milieu de la table le nombre de jetons en jeu. Donc ça, c'est assez facile. Mais il y a beaucoup de joueurs en live qui vont pas faire la gymnastique mentale de calculer le pot. Et d'ailleurs, ça c'est quand on mise, ou quand on va miser, ou même avant, il faut toujours savoir combien fait le pot. Si le pot fait, par exemple, il y a les blindes qui ont été postées, il y a 15 au milieu, je relance à 30, disons, je sais qu'il y a déjà 45. Et je dois faire le compte au fur et à mesure. Je suis collé une fois, je dois rajouter 30. Et il faut que je compte en permanence. Il ne faut pas que, au flop, je me demande combien il y a dans le pot. Parce que là, je suis mort. J'arriverai jamais à le savoir. Je vais le faire à la louche. Je vais avoir une idée. Mais je vais perdre du temps, je vais donner de l'information, etc. Donc il faut... Je suis dans la main m'intéresse, je calcule. Je calcule le pot en permanence. Donc maintenant... Imaginons, je vais faire une relance pré-flop, il y a eu 2 limpers, je vais faire une relance à 50, et je sais qu'il y en a un, il ne sait pas compter le pot. Au lieu de dire 50 et puis d'envoyer un jeton de 50, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer 50, et je vais envoyer plein de jetons différents. Je vais envoyer un jeton de 20, 3 jetons de 5, 3 jetons de 10, pardon, et des jetons de 5. Je vais faire mes 50 comme ça. Pourquoi? Parce que ça va faire plein de jetons un peu de toutes les couleurs au milieu, ça va faire un tas de jetons, et mon adversaire qui n'a pas l'habitude de compter le pot, il va juste se faire une idée à l'œil. Et ça me permettra de faire des pots de bêtes, enfin de vraiment compter là-dessus sur le fait qu'il a juste une idée approximative de la taille du pot, pour faire des mises moins chères lorsque je veux le faire passer, et des mises plus chères lorsque je veux le faire payer. Donc ça c'est aussi assez intéressant de
de manipuler comme ça la facilité à voir la taille du pot. Alors Shodabi pose une question d'Ultra Loom. Est-ce qu'on ne peut pas demander au croupier la taille du pot? Non, on ne peut pas. C'est en théorie, en cash game, le croupier ne doit pas nous répondre parce qu'il donne des informations. Et enfin, c'est pas qu'il donne des informations, c'est que sa manière de le dire peut influencer le jeu. Donc, il n'a pas à répondre. Il peut classer les... On peut lui demander de mettre les jetons en pile, etc. Mais on peut pas lui demander normalement de les compter. En tournoi, ça dépend des tournois. J'en ai vu où ils le faisaient, c'est pareil en cash, hein, tu me diras. Des fois ils le font, mais normalement je crois que non plus. Alors pareil pour le stack d'un joueur, il n'est pas obligé de répondre si on lui demande. Il n'est pas obligé de répondre, par contre, en théorie, d'après les règles officielles en France, il est obligé de mettre les grosses valeurs devant. C'est-à-dire, j'ai des jetons de 100, j'ai des jetons de 10, ben j'ai pas le droit de cacheter mes jetons de 100 derrière les jetons de 10. Je suis obligé de mettre les grosses valeurs devant. Donc ça permet d'un coup d'œil, ça c'est pareil, hein, c'est une habitude qu'il faut prendre, d'estimer le stack des adversaires, c'est une très bonne chose à faire. Il faut vraiment prendre l'habitude de faire ce genre de gymnastique mentale. Alors comment peut-on avoir plus de FE sur mise moins chère? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par le fait que tu manipules comment l'adversaire voit ta mise. Parce que si l'adversaire n'a pas une bonne idée de la taille du pot, si le fait que tu envoies beaucoup de jetons, ça va avoir un plus gros impact sur lui que le fait d'en envoyer qu'un seul plus gros. Voilà, donc c'est pour ça que tu peux augmenter un petit peu ta folle equity comme ça. C'est pas drastique, hein. Je veux pas dire que tu vas énormément, mais ça va avoir son impact. Ça fait partie des quelques petites choses que l'on va faire pour manipuler le comportement de l'adversaire. Ok pour comment miser. Après, vous vous rappelez, je vous avais donné la dernière fois, je vais pas le refaire, des techniques pour miser, c'est-à-dire j'annonce, je prends mes jetons, je pose mes jetons. Enfin, je suis dans ma position Navarro, j'enlève ma main qui me sert à prendre mes jetons, je prends mes jetons, je pose les jetons, je ramène ma main pour pas donner d'infos. Au début, lorsque vous verrouillez tout et que vous voulez donner aucune information à vos adversaires, vous faites comme ça. Mais malgré tout, en faisant ça, vous pouvez très bien choisir les jetons qui vont être utilisés, qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez derrière. Donc soit brouiller la taille totale du pot pour que l'autre adversaire ne sache plus ce que c'est, soit gagner ou perdre de la folle equity. Ensuite, on attend le pot pour jeter ses cartes, donc ça c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je le remets tellement c'est important. Il y a eu d'ailleurs des poker stratèges qui ont raconté quelques-unes de leurs mésaventures sur le sujet. Et donc j'ai gagné le pot, et maintenant vient le moment du tips. Alors est-ce qu'on paye un tips ou pas? Alors faites bien gaffe à ça. Moi je pense que c'est intéressant de venir payer le tips. Déjà ça évite de passer pour un pingre, et c'est une mauvaise chose je pense de passer pour un pingre. Il y a certains casinos où ça se fait pas. Par contre, il faut faire attention à pas non plus donner trop de tips, parce que ça vient assez facilement dans l'euphorie, le machin, on rentre un peu dans le jeu. Le problème, c'est qu'on a déjà une taille assez élevée, on l'a dit tout à l'heure, de 4%, et si on donne peut-être des fois 5% du pot en plus en tips, c'est pas une bonne chose. Moi, ce que je fais personnellement, j'avais vu ça dans une vidéo, la toute première vidéo que j'avais vue sur Poker Stratégie sur le jeu live. C'était il y a 2 ans, quelque chose dans le genre, je pourrais pas vous retrouver le lien, je sais même pas si elle est encore visible. Ce que je fais, c'est que généralement, ouais, c'est le pourboire, pardon, tout à fait, Shodabi, merci. Ce que je fais, c'est que je donne à la fin, en fonction de mes gains, en fait. Je donne à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que, au lieu de donner un petit peu, donner un petit peu, et puis finalement, je sais pas, vous perdez un petit peu de jetons, et faut voir que tout ce que vous avez donné, c'est ce que vous avez en moins dans votre stack, et si vous doublez, par exemple, ben, vous perdez le double, finalement. Je préfère donner à la fin. Les croupiers, après, ils me connaissent, ils savent très bien que normalement je donne pas pendant la partie, et à la fin, bah, suivant comment ça s'est passé, suivant comment ça s'est passé la journée, suivant si je suis gagnant, etc., je donne un tips. L'avantage, donc un pourboire. L'avantage, c'est que bah, déjà vous passez pas pour un punk, donc ce que je disais, c'est une mauvaise image à avoir, parce qu'après les joueurs savent que vous êtes là pour faire du fric, et donc ça les intéresse pas de venir perdre du fric contre vous. Deuxième chose, c'est qu'en plus ça permet de temps en temps d'avoir des petits avantages, de pouvoir téléphoner pour réserver sa place, de faire ce genre de petites choses qu'ils accorderont plus facilement à quelqu'un qui est un peu plus large que quelqu'un qui est près de ses jetons. Donc voilà pour ça. Après bon, bien sûr, chacun fait un peu ce qu'il veut. Ce qu'il faut pas, c'est se laisser influencer par les autres, faire ce que vous voulez, bien sûr, savoir ce que vous faites et pourquoi, et pas se laisser influencer par le reste de la table. Ok, voilà pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut passer à la suite?
Somme du tips, généralement c'est entre 2 et 4% de mes gains de la journée. Donc quelque chose comme 20 € en moyenne je dois donner lorsque je vais à 5-10. Entre 20 et 40, ouais ça va dépendre. Après on verra que on peut servir des tips aussi comme, comme outil tout à l'heure. Je vous raconterai une anecdote, si j'oublie vous me le rappelez au moment où j'en suis 15% si la croupière est canon, ouais, tout à fait. Mais ça, enfin, tu dis la croupière est canon, mais c'est pareil, si par exemple, enfin moi il y a des coachs, des croupiers que je supporte pas parce qu'ils sont hyper lents, parce qu'ils sont chiants, parce qu'ils pourrissent la partie, bah clairement dans ces cas-là j'en donne même pas quoi. Alors que au contraire enfin il y en a quelques-uns que j'adore parce que ils mettent de l'ambiance, ils font des trucs, ils font ça très vite, ils font ça très bien. Mais généralement en plus ce que je fais c'est à place de donner, par exemple c'est à fin de soirée et il y a ce croupier qui est là et puis il va être remplacé, au lieu d'attendre la fin de la soirée je vais le donner maintenant et ça montre que je l'ai donné à lui. Pourquoi? Parce que clairement, je veux avoir ce type de croupier qui fait ce genre de choses, qui va motiver les gens à jouer, qui va mettre du fun, qui va donner envie d'être à la table, et qui va en plus faire ça bien et vite. Donc voilà aussi quoi ce qu'on peut faire. Ok, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la manipulation, plus ou moins. La première chose c'est ce que j'ai dit, ce que j'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois, c'est qu'il faut faire passer un bon moment à nos adversaires. Alors c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est donner envie à mon adversaire de recaver ou voire de revenir un autre jour. Pourquoi? Parce que vous, si vous êtes là, c'est pour avoir du fun, sûrement, je suppose. Hein, je pense que aller au casino juste pour faire du fric, ça va être très dur. Et 2, pour faire du fric. Vous savez, vous êtes là pour les deux, pour vous amuser en faisant du fric. Le fiche, lui, il est là pour quoi? Lui, il est là pour s'amuser en perdant du fric. Et souvent, il le sait qu'il perd du fric. Et vous, si vous êtes un petit peu repéré, si vous connaissez, il sait qu'il perd du fric encore plus contre vous. Donc ça le fait chier. Et c'est normal. Si il est là, il sait qu'il perd du fric. Donc si il passe pas un bon moment, ben, il se casse, il a plus rien à foutre et il se barre. Et ça, c'est super important de motiver les gens à revenir, le fait qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, c'est pour ça que y a tout cet effort qu'il faut au casino, mais je pense que les régulars, que les joueurs régulars gagnants ou perdants, ont aussi leur importance dans le fait de refaire venir les joueurs, plutôt qu'ils aillent dans un autre casino, plutôt qu'ils aillent jouer aux machines à sous, plutôt qu'ils fassent autre chose. Ensuite, ça permet de discuter, parce que... Ouais, je l'ai pas lu. L'autre chose, c'est que si je parle pas, si je suis renfermé dans mon coin, j'ai mes lunettes, j'ai mon casque sur les oreilles, je suis tout le temps en posture Navarro, et puis je décroche pas un mot. Je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui est super intéressant, c'est de discuter avec les autres, avec les rectards, pour comprendre leur seeking process. Bah, si tout d'un coup vous commencez à poser des questions, le mec, ah ouais, pourquoi t'as foldé? Ouais, t'avais quoi? Alors vous lui avez jamais parlé de la journée, bah, le mec il va pas vous répondre, il va vous envoyer chier, c'est normal. Par contre, si vous êtes habitué, c'est quelqu'un avec qui vous parlez régulièrement, il est assis à côté de vous, vous avez vu un move spécial, vous aimeriez bien savoir comment il est arrivé à suivre cette ligne, bah, vous pouvez lui demander, et il va vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il vous aime bien, parce qu'il aime bien jouer avec vous, il aime bien discuter avec vous, parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Donc c'est ça qui est important. Salut Enigma. Donc ça c'était pourquoi, maintenant c'est le comment. Alors je vous ai dit la dernière fois qu'on pouvait se créer plus ou moins une image, se créer un personnage, alors qui nous ressemble forcément parce à moins d'être un super acteur et puis de rentrer dans son rôle d'acteur à chaque fois qu'on va au casino, je pense que c'est quand même assez compliqué parce qu'avec tout ce qu'on a pensé, etc., c'est pas simple d'en plus endosser un rôle complètement différent de ce que l'on est, mais c'est important d'exacerber un petit peu ce que l'on est. Donc par exemple, moi je pense être un gars assez sympa qui aime bien discuter avec les gens, bah, je vais l'exacerber dans le sens où même lorsque je me prends un bad beat, même lorsque je suis en période molle, je vais quand même essayer de continuer à commenter un petit peu les choses qui se passent. Pas trop parce que si vous le faites trop, ils aimeront pas. Discuter des choses et d'autres, prendre des nouvelles. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, mais je pense que vous comprenez ce dont je veux dire. Donc être avenant envers les autres joueurs. Donc ça, c'est une possibilité, c'est être avenant, tout simplement, être ouvert et discuter de tout et de rien. Deuxième chose possible, j'ai marqué professeur, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, c'est le mec qui va donner des conseils, qui va commenter, qui va dire, ah bah tiens,
tiens, mais pourquoi t'as fait ça? Ah bah tiens, ouais, moi j'aurais plutôt fait ça. Alors, faites attention, faut pas non plus devenir... je pense que c'est très dangereux d'être trop catégorique. Faut être professeur, faut pas être coach, faut pas dire non non mais ici il fallait faire ça, t'as mal joué, il fallait clairement suivre cette ligne. C'est pas ça que je veux dire, c'est dire ah ouais tiens t'as joué comme ça, ouais tu penses que tu penses vraiment que ça gagnera suffisamment ta main là lorsque tu la joues comme ça. Ouais j'ai l'impression que qu'il vaudrait mieux plutôt soit faire un bluff, soit passer directement parce que bah, t'y arriveras pas quoi. Donc voilà, donner des conseils, analyser les choses avec les gens. Ça c'est pareil, ça va les intéresser, ils vont avoir envie de jouer avec vous et en plus de discuter avec vous, de vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Et donc tout ça c'est pareil, ça a pas de prix, ce que je vous disais tout à l'heure. L'autre chose c'est donc alors il y a aussi le professeur casse-couille, le coach agressif, disons sur le un peu comme fait Johan Sigris par exemple assez régulièrement. Alors je sais pas en live si ça marcherait, mais où il va un peu casser. Il est un peu cassant Johan Sigris quand il reçoit quelqu'un au micro. Il va un peu le traiter de fiche assez régulièrement, il va un peu lui dire qu'il fait de la merde, il va pas mâcher ses mots, mais il le fait de manière assez dérisoire, assez fun, il n'hésite pas aussi à à se moquer de lui-même, et donc tout ça ça fait que ça passe bien, parce que c'est pas, ouais c'est cassant pour la personne, mais ça l'est pas trop, et ça fait rigoler, et on se casse soi-même, on fait rigoler de soi-même, etc. Donc ouais, faut faire gaffe à ça, c'est un petit peu dangereux, mais si on le maîtrise bien, ça peut être vraiment très, très intéressant. L'autre possibilité, c'est Challenger, c'est être tout le temps en train de teaser les mecs. Ouais, de vraiment, tiens, tu vas encore passer. Ouais, je vais encore réussir à te prendre ce pot, tu vois, ce genre de truc. Être tout le temps en train de les mettre au challenge quoi, est-ce que ouais tu crois que t'arriveras vraiment ah ouais tu colles le flop, tu crois vraiment que t'arriveras à coller jusqu'à la rivière, parce que là j'ai encore misé 2 fois, tu me connais, ce genre de truc où la rivière il commence à réfléchir, tu dis ouais enfin là je pense que dans la plupart des cas tu vas faire une erreur, enfin, ce genre de truc pour un peu exciter l'adversaire, lui donner envie de nous en mettre une, de nous mettre une horreur, de nous trouver un hero call, tout ce genre de choses. Donc vraiment ouais le challenger pour que il fasse toutes ces erreurs d'essayer de trop souvent nous hero call, de nous faire trop de bluff, ce genre de choses. Ouais tu crois que tu arriveras à me faire passer, voilà, tout ce genre de trucs. Donc jouer un petit peu comme ça. Par contre c'est assez dangereux aussi dans le sens où alors désolé, je suis en train de lire le chat, du coup je perds le fil de ce que j'étais en train de dire. Ouais, c'est dangereux dans le sens où il faut pas, encore une fois, hein, comme pour le coup du professeur, enfin du coach un peu agressif, c'est pareil, il faut pas non plus péter les couilles aux gens. Faut pas non plus, faut réussir à le faire en les amusant. Faut clairement, enfin, c'est assez dangereux parce qu'on risque si on va un petit peu trop loin, de leur péter les couilles et après ils vont plus jouer avec nous. Donc ça c'est un risque aussi. Faire gaffe s'ils sont en tilt, ils peuvent très mal une blague gentille. Tout à fait, ma Foxy Bibi. Il faut vraiment être à l'écoute de ça, un peu du niveau mental de l'adversaire. On va en parler juste après. Je pense qu'il ne faut pas juger ou critiquer le jeu de l'adversaire. On se moque pas de ses clients, n'est-ce pas? Alors, le but c'est pas de critiquer ou de juger. Le but c'est de conseiller justement. C'est ça qu'il faut faire. C'est analyser avec lui et conseiller. Plus que alors après on peut faire le juge ou le critique à la mode Johan Sigris où je vais dire ah c'est de la merde ce que t'as fait, mais je vais le dire de manière fun et du coup ça va bien passer. Mais effectivement faut pas dire oh non c'est ça pue ce que t'as fait, enfin clairement t'as fait enfin je comprends pas que t'es payé comme ça, c'est nul quoi. Ouais bah génial, le mec il a plus du tout envie de nous entendre quoi, il préférait qu'on soit pas là et c'est pas le but. Donc ouais faites gaffe à ça. Stop les conseils, ouais faites attention à pas vraiment trop donner de conseils. Alors des fois c'est pas trop grave parce que les adversaires ne peuvent pas s'en servir de nos conseils, mais voilà, il faut surtout que ce soit eux qui parlent. Mais on va voir dans réputation là, j'en parle un petit peu. L'autre chose vraiment super importante, contrôlez-vous, ne tiltez pas de manière agressive. Vous pouvez tilter, partir en vrille, sauter dans les coins, gueuler si vous voulez, aller parler aux poissons s'il y a des poissons à côté, mais n'agressez pas un adversaire. N'agressez pas les adversaires. Je vous ai expliqué l'exemple la dernière fois du bad beat à 10 000 € où il me paye avec hauteur roi et où je dis bravo bien joué. Il faut faire ça. Il faut pas
se mettre les joueurs à dos, les mauvais joueurs, faut pas leur crier dessus, parce que c'est pareil, si on leur gueule dessus, sauf si on est très exubérant, comme par exemple peut l'être Phil Hellmuth par exemple, ça fait rigoler les gens parce qu'ils savent que il va les insulter, ils savent qu'il va leur dire qu'ils ont fait de la merde, etc. Et ça devient marrant du coup, parce que c'est tellement exubérant que ils le savent, mais c'est pareil, encore une fois, c'est très dangereux. Faut vraiment se créer son personnage là-dessus, faut pas juste se laisser déborder par ses émotions et relâcher ça, faut vraiment le faire exprès pour. Alors il y a beaucoup de commentaires. Juste les faire parler, les conforter même quand ils ont fait une erreur. Ouais, j'en parlais la semaine dernière, effectivement, d'un cas où j'avais fait ça. Surtout s'ils sont justes. En plus, nos conseils, on voudrait pas que les fiches s'améliorent, tout à fait. Surtout quand ils font des erreurs, oui. Pokero, on veut les rassurer de leurs mauvais moves, tout à fait. Voilà, ça tout à fait, c'est j'en parlais la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas vu le coach, enfin pas la semaine dernière, pardon, le précédent coaching. Ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller jeter un œil. Je parlais de ça effectivement de la fois où mon adversaire a carrément fait de la merde et où un fiche à côté de moi disait t'as fait de la merde, et où je lui dis ouais, finalement c'est pas si mal joué, s'il m'a bien lu, c'était pas si mal joué. Alors qu'en fait je pense pas du tout ça et que c'était clairement de la merde. Mais effectivement, ça faut pas, faut rentrer là-dedans. Dernière chose, la réputation, c'est quelque chose, donc on va travailler, en faisant tout ça, on va travailler un peu notre réputation, mais on peut pas avoir une emprise totale dessus. Alors par exemple, moi, lorsque je suis arrivé sur les tables, je voulais pas qu'on sache que j'étais joueur internet. Je voulais pas qu'on sache que j'étais coach, je voulais pas qu'on sache que je travaille pour Poker Stratégie. Je voulais qu'on me prenne pour un random total et que les mecs jouent et puis apprécient de jouer avec moi. Le problème, c'est quand je suis arrivé aux croisettes, j'ai joué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et il y a commencé à avoir des choses qui se disaient, tiens, Vincent, il vient faire ses courses, ah ouais, Vincent, il va plus à la banque quand il a besoin de fric, il vient aux croisettes, toujours de choses qui se disaient assez régulièrement, et donc ça a commencé à me créer une image de mecs qui venaient là et qui gagnaient tout le temps. Ce qui était pas trop grave parce que j'avais commencé à faire, moi, d'un autre côté, mon travail sur mon image, et ça a permis de... Parce que si j'avais pas fait tout ça, justement, si j'avais juste été le régulier dans son coin, machin, tout ça, ça m'aurait fait cette image, ça m'aurait collé cette étiquette du mec qui vient là, qui prend son fric et qui se casse. Et il y en a quelques-uns qui l'ont, cette image, ils sont rarement appréciés, d'ailleurs, ouais, après j'ai une anecdote sur l'un d'entre eux que je vous raconterai tout à l'heure, sur le slide d'après, et ouais, clairement, ça donne pas envie aux joueurs lambda de venir jouer avec eux. Là où j'ai réussi à faire en sorte que ça soit bien passé, bon, finalement l'info comme quoi je travaillais, comme quoi j'étais coach, etc. a fini par s'ébruiter, mais ça a été dû au fait que j'ai fait quand même des trucs vraiment super osés et que j'hésitais pas à expliquer aux mecs, en sachant, comme disait MTT, faut stopper les conseils, mais en sachant que c'était des choses qui ne pourraient pas reproduire, c'était des choses bien trop compliquées. Un peu comme quand on regarde les émissions WPT à la télé, qu'on a un joueur non enseigné sur le poker et qu'on vient nous dire ouais il a fait tel move et puis ok donc je vais le faire, mais ouais c'est un pro qui l'a fait et ça s'est bien passé parce qu'il comprend. Moi je suis un débile, enfin je sais pas jouer au poker, je vais essayer de le faire, je vais me planter c'est sûr parce que je comprends pas tous les tenants et les aboutissants. Là c'était pareil, par exemple une fois, je l'ai déjà raconté à quelques-uns cette anecdote, en fait là où je me suis fait un peu de pub, c'est avec les Hero Call. Il y avait donc deux maniaques, un qui est un gros régulier du casino, et un qui vient de je sais plus trop quel pays de l'Est, et puis qui revient régulièrement. Le premier, en fait, ce qui se passe, c'est que je le 3-bet, et puis c'est genre flop Dame Valet X, j'ai As-Roi avec... ouais, je sais plus, enfin, un flop du genre, un flop un peu dégueulasse. Donc je compte bet, moi j'ai Gutshot plus 2 over, je compte bet, il colle, turn, quelque chose comme double hand de la dame, je check back, enfin je me rappelle plus exactement comment ça se passe, toujours est-il que, enfin, non je dois bet, il colle, et, ou je check call, et sur la rivière, donc j'ai toujours mon Ace-King High, et je finis par check call, pour quelque chose comme 800 €, et il me retourne un tirage loupé, parce que je savais qu'il savait pas value fin en fait, que soit il avait un brelan, soit il avait un full, soit il avait rien, et donc ça m'a permis de faire ça. Et donc ouais, quand je vais expliquer ça donc c'est juste une question du fait que sa range est débalancée fortement vers le bluff, et qu'il y a très peu de value dedans. Mais je vais pas expliquer ça aux fiches. Ils viennent, et donc les mecs ils me voient, il y en a un ou deux qui me voient faire ça, et puis la rumeur se répand, putain il a collé 800 € avec juste As-Roi sur la rivière, ok. Et je vais me faire un peu de pub là-dessus. Les mecs, je vais pas hésiter à en parler. J'entends un mec qui me dit ça, tiens, ouais, je lis ce que t'as fait. Je vais un petit peu expliquer, mais en sachant très bien qu'ils vont pas comprendre. Mais c'est pas grave, ça. Je leur explique sans donner un cours. Je donne pas l'impression de donner un cours, mais d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'ai fait ça.
Et pareil, il y a eu un autre spot où en fait je colle un 3 bet rivière avec donc pour 2000 € avec Autoras roi. Donc en fait c'est pré-flop, mon adversaire lim call, flop ça check j'ai Autoras roi, turn ça check et rivière il bet, moi je sais qu'il a jamais rien, je le raise en bluff induce, il push pour 2000 €, donc le pauvre faisait genre, quand on arrive rivière il fait genre 100 €, et maintenant il push 2000 et puis je colle et il muck et puis je montre as roi. Et voilà, c'était un petit peu le même concept, c'est que je sais que s'il a pas les nuts, il va juste coller ma relance, et donc je vais perdre ouais, 200 €, enfin 100 € de plus, parce que de toute manière, donc lui, le pot fait 100, et genre il mise 100, et puis moi je relance à quelque chose comme 250. De toute manière, je fold pas ici, soit je colle, soit je relance, donc je perds 150 si jamais il me colle avec une main genre seconde paire, soit il push, et là je lui prends 2000, ouais, disons 1800 qui lui restait derrière. Et c'est sur ça que se basait le move. Mais c'est pas ça que j'ai expliqué aux gens. J'aurais jamais expliqué que j'étais en bluff induce, je leur ai expliqué que je le connais, et que je sais qu'ici, il va tout le temps essayer de me bluffer, tout simplement. Et que mon but dès le début, c'est de faire en sorte qu'il me bluffe. Et voilà, tout ça, ça crée le fait que bah, les mecs, ils voient des trucs qu'ils comprennent pas, ils sont un peu les yeux émerveillés, et ils veulent être là, ils veulent être là à la table, ils veulent être présents quand ça se passe, ce genre de choses. Et même si au final le move, bah, c'est quand même un petit peu osé, parce que mettre 2000 € dans un poids 100 € avec Autoras, bah, derrière ça crée une image, ça crée tout ce qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire que les mecs veulent venir et veulent discuter avec nous et veulent jouer contre nous. Donc voilà pour ça. Est-ce que d'autres questions sur le fait qu'il faut faire passer un bon moment à nos adversaires, pas aux adversaires, enfin ouais, aux gens qui sont là en fait. Sinon on passe à la dernière partie, donc je vous disais un petit peu succincte, donc c'est vraiment de la manipulation agressive, disons, là c'était... On peut parler de manipulation dans ce que je viens de dire, mais bon, c'était pas... c'était un peu différent. Salut Vissa. Donc, manipulation, donc la première chose c'est inciter à jouer loose contre nous, c'est ce que donc, je vous disais tout à l'heure, là, si on veut que les joueurs veulent jouer contre nous, en fait ce qui se passe c'est que régulièrement, en live comment ça se passe, ça colle, ou call, raise, et puis derrière call, et puis tout le monde call. Mais par contre, si call, raise, fold, bah le mec il est là et dit bon bah je suis en heads up, je passe quoi. Et moi je veux pas ça. Moi je veux que même s'il est en heads up contre moi, il colle, et qu'il vienne hors position jouer son heads up contre moi avec une range dominée qui va très mal se défendre. Et elle va jouer ses tirages passivement hors position, etc. Et donc tout ça, bah, c'est grâce à tout ce qu'on a fait, toute cette manipulation qu'on a fait, on va inciter l'adversaire, donc soit parce que bon... tu vas encore abandonner tes jetons, donc là je suis en train de le challenger, soit parce que bah, il sait que c'est cool de jouer avec moi, etc. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc je vais pas en parler plus, on a déjà parlé assez. Deuxième chose, c'est faire tilter. Alors ça, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça peut être assez dangereux. Faire tilter son adversaire, le problème c'est que quand il tilte, il passe un mauvais moment. Donc il faut vraiment qu'il y ait un gain certain. Par exemple, moi la première fois que j'ai vu ça, c'est la première fois que j'ai été jouer en live en fait. On était à la table et puis il y a un mec qui commence à mettre de la musique sur son téléphone quoi. C'était à Gibraltar et le mec fait ça et il demande ouais ça dérange pas, il demande au croupier ça dérange pas, et donc le croupier qui lui répond ouais si ça dérange pas les autres joueurs il n'y a pas de souci. Et il y avait Mike de Poker Stratégie à la table et qui dit non moi ça me dérange, éteins ta merde quoi. Je veux pas ton truc pourri, éteins ça tout de suite. Donc il lui répond super agressivement et tout, moi j'étais là, je fais qu'est-ce qui lui arrive à Mike, je comprends pas, enfin vraiment j'étais surpris quoi. Et derrière il m'explique ouais bah en fait l'autre c'est un régular qui tilte facilement et qui fait de la grosse merde quand il tilte. Et là on a tous les éléments importants, c'est un régular, donc c'est un mec qui vient et qui revient, donc je risque pas de le faire fuir en le faisant tilter, il tilte souvent, donc c'est pareil, c'est une habitude. Et 3, il fait de la merde quand il tilte. Donc c'est vraiment super, ça c'est vraiment le cas super V+. Parce que je sais que, de toute manière, je vais pas faire partir un gars qui reviendra plus ici, qui viendra plus jouer contre moi. C'est un gars qui a l'habitude de tilter. Mais je veux faire tilter là, maintenant, parce que je suis en train de jouer contre lui. Moi, j'ai vu ce même spot aux Croisettes. Un joueur dont je parlais, j'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure, donc un rectard, qui était gagnant au début du poker, lorsque le poker a débarqué en France, qui allait jouer à Monaco et puis qui s'est fait les couilles en or comme ça, et qui maintenant il survit, mais enfin je sais même pas s'il est gagnant, il est peut-être perdant parce qu'il a pas adapté son jeu, et donc il se fait broyer par les mecs qui viennent d'internet, par les mecs qui vont travailler un petit peu leur jeu. Lui il a appris à set miner, il a appris à jouer ses monstres, et c'est tout quoi. Et il a jamais fait l'effort de faire autre chose, il fait jamais un gros bluff, il fait jamais un gros hero call. Et donc ce gars, bah ouais c'est un gars, bon bah il est là, et puis c'est pas sur lui que je vais prendre de l'argent, c'est
c'est pas, j'en ai rien à foutre de ce gars, je m'en occupe pas quoi. Ce truc qui me fait un peu chier, c'est qu'il pourrit un peu l'ambiance parce qu'il est assez aigri. Et en fait, ce qui se passe un jour, c'est que il tilt clairement. Enfin, moi j'ai pas vu tilter. Je débarque à la table et genre j'arrive, je suis en big blind, j'ouvre, j'ai genre As-Roi suited, je sais plus. Et lui, il y a une relance, lui il colle, moi je squeeze, l'autre fold et lui il colle mon squeeze. Je dis tiens, bah il est en train de set miner quoi. Flop As-X6. Conti bet, ouais non même pas, je pensais pas que c'était, enfin je sais plus, ouais non, soit cette miné, soit As-Dame, soit As-Valet, bref, il y avait quand même une range assez large, je conti bet avec mon top pair, top kicker, snap call, ok, il y a quand même pas mal de draw, flop aussi, turn une brique, seconde barrel, snap call, ok, rivière, une troisième brique, je sais qu'As-Dame, As-Valet ça va folder maintenant, il y a quand même des draws qui ont miss, donc je vais pour un check call, je check, il bet, je colle, il me retourne 9 et 3 suited. Donc le mec super serré, super dans les règles, qui a jamais changé son jeu. Il a collé un 3 bet avec 9-3 suited. Et au flop, il avait deuxième paire sur un board SI. Il a collé à la turn, il avait deuxième paire. Et rivière, il a touché double paire en fait. Donc flop, il y avait As-9X, rivière brick, et turn brick, pardon, et rivière 3. Donc il a fait deux paires rivière, il m'a valu rivière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, après, on a discuté un petit peu de ça avec un autre gars, il m'a dit ouais, non mais en fait, il était complètement en tilt. Un quart d'heure, une demi-heure avant que je sois là, il s'était pris la tête avec un mec et il était complètement en tilt. Mais ce gars, quand il tilte comme ça, il va tilter, mais pendant tout le reste de la journée, quoi. Et il se barre pas, il continue à tilter. Et donc ce gars, donc voilà, déjà, première chose, c'est que j'ai pas peur de le faire partir. Pourquoi? Parce que c'est pas un mec sur qui je vais prendre du fric, de manière standard, quand il est pas en train de tilter. Deuxièmement, c'est un régular. Et troisièmement, s'il se casse, ça me dérange pas parce que c'est un mec qui pourrit un peu les parties. Quand il a décidé de péter les couilles, il pète les couilles à toute la table. Et du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est dans un coup, et il y a un limper, je fais une relance, j'ai Dame-Valet suited, il me colle derrière, et le limper initial colle. On se retrouve à 3 sur un flop, 8-9, X, 8-9-3, offsuit, j'ai un backdoor flush, j'ai une gutshot, j'ai 2 overcards. Le limper check, je bet, et l'adversaire derrière push, donc lui, là, le rectard, push. Donc il fait un overbet push. Et l'autre fold. Maintenant, j'ai 2 overcards, un gutshot. Et ici, je sais que, avec les infos que j'ai, avec les infos sur sa range que j'ai, la manière dont s'est déroulé le coup, il aura jamais les nuts. Il aura jamais 2 paires plus. Il aura de temps en temps 2 paires, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Il aura très très rarement ça. Il aura de temps en temps quelque chose comme As-9, 9-10. Et il aura surtout une tonne de draws. Il y a tous les draws que je domine, qui ont comme moi 2 overcards un gutshot, ou 2 overcards un tirage bilatéral, ou 6 et 7 avec le tirage 6 et 7 suited, avec le tirage can bilatéral. Et du coup, contre toute cette range, je suis vraiment pas trop mal, et finalement, en equity, je dois être pas loin des 40-45%, ouais, 45% contre sa range. Et je décide de trouver un call. Alors, en plus, il était pas KV full. Il était KV genre, c'est de la NL 1000, il doit être, je sais pas, 800, 700, 800, un truc comme ça. Le pauvre est déjà pas mal gros. Il devait faire 150, 160 au flop. J'ai fait un conti bet à 100. Il fait un push, il me reste quelque chose comme 700 à mettre, 600 à mettre. Et donc je colle avec ma hauteur dame. Et turn brick, rivière 10, quinte. Et là je lui montre, je lui dis quinte. Je montre pas, je dis quinte. Et il est là, il comprend pas ce qui se passe, je lui montre Dame-Valet. Il dit ouais, putain, vous me voyez beau les mecs quoi. Et là il se barre, il va à la caisse, il revient, il se rassoit. Et ce mec il est hyper pingre. Ce que je disais tout à l'heure, là je parlais du pingre, de pas donner de tips. Ce mec il supporte pas de mettre un pourboire, il a jamais mis un pourboire, j'ai jamais vu mettre un pourboire de sa vie quoi. Et il arrive, il se rassoit à côté de moi. Et donc moi j'étais encore en train, j'avais fait exprès de perdre du temps, j'étais encore en train de ramasser les jetons, discuter à droite à gauche, machin tout ça. Et il se rassoit, et je dis à la croupière, ouais, pour cette magnifique rivière super bien trouvée, c'était pas facile de me faire gagner, et j'ai envoyé 100 €. Et là, il était mort, le mec. Il a tilté comme un fou, et c'était fini, quoi. C'était fini, mais même pas sur la journée, c'était pendant plusieurs jours. Bon, ça a été un peu plus loin que ce que je pensais, vu qu'il a fini par vraiment passer les bornes, mais mon but c'était ça, c'était vraiment c'était le début de session, je voulais le faire tilter pendant toute la journée, et qu'il sache contre moi, enfin, qu'il soit tilté à vie contre moi, quoi. Et ça a plutôt bien marché, quoi. Donc ça, c'est deuxième chose. Donc faire tilter, oui,
mais en faisant gaffe de ne pas faire tilter le random fish. On va pas chercher à faire tilter, enfin je déconseille fortement de faire tilter le random fish qui vient là, qui a ses 50 blindes. On va pas le faire tilter pour lui prendre ses 50 blindes. On a un gars qu'on n'a jamais vu, qu'on verra jamais. On sent qu'il est énervé, qu'on a moyen de le faire tilter. On va pas le faire. Et mais par contre, contre les régulars, contre ce genre de choses, effectivement, pourquoi pas. Dernière chose, écraser un adversaire. Alors ça, c'est pareil, c'est avec mon comportement, je peux chercher à commencer à prendre un edge sur mon adversaire déjà avant que le coup commence. Comment je vais faire? Donc généralement, je vais le faire sur qui? Je vais faire soit sur l'adversaire qui est à ma droite, parce que je compte lui prendre des jetons, soit je vais le faire sur mon adversaire directement à la gauche, parce que je veux qu'il me laisse tranquille, je veux qu'il arrête de me péter les couilles. Comment je vais faire? Déjà, je vais jouer beaucoup de coups contre lui, le plus possible, et je vais m'imposer physiquement, le gêner physiquement. Donc je vais déborder un petit peu, je vais décaler ma chaise, de manière à me retrouver un petit peu dans sa case, je vais avoir les coudes qui débordent dans sa case, qui sont bien sur le côté, et qui le gênent, qui l'obligent lui à se resserrer entre notre adversaire et moi, et à se resserrer de son côté. Et ça, déjà rien que ça va commencer à étriquer son monde, à étriquer ses possibilités. Et si on le fait pendant 5 minutes, ça sert à rien. Mais si on le fait toute la soirée, s'il est là, s'il est pris, coincé comme ça pendant toute la soirée, ça va commencer à jouer. On fait le gros, tout à fait. J'ai entendu des histoires de mecs qui étaient un peu moins fins que ça encore. Alors déjà, ça c'est pas très fin. Mais encore moins fin que ça, c'est des mecs qui mettaient, après j'ai jamais eu, mais qui mettaient un peu des coups de pied. Ah, pardon. Il bouge pas mal comme ça, et puis pam, coup de pied dans le tibia. Donc ce genre de choses. Bon, je pense que c'était volontaire quand la personne m'a raconté ça. J'ai jamais fait ce genre de truc, mais il paraît que, enfin, j'ai l'impression que ça peut se faire. Ouais, tout à fait, la Foxy Baby. L'origine du succès de Big Roger. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Tac tac. Ouais, autre chose, c'est ce que j'avais fait en fait aussi au régulier dont je parlais tout à l'heure, c'est de tout le temps être en train de le regarder, de lui montrer clairement qu'on est en train de l'observer. Et faire des petits commentaires sans les faire. Donc par exemple, il vient de trouver un call et puis il perd et faire lever les yeux au ciel et comme ça, sans faire mais juste comme ça en disant ouais, clairement je le dis pas, mais t'as fait de la merde, j'ai pas l'impression que tu m'as vu, mais je sais que tu m'as vu quoi. Et tout ça, ça sert à ce que mon adversaire, j'ai mentalement prendre un edge sur lui. Comment ça va se faire après? Ça va se faire que lorsque je vais en jeu, je vais jouer hyper agressif contre lui. Il va relancer, je vais le 3-bet. Il va faire son conti-bet, je vais raise ses conti-bet, je vais le flotte. Je vais le mettre dans des spots pourris tout le long de la soirée, et il va avoir vraiment beaucoup de mal à venir se défendre contre moi à cause de ça. Enfin, ça va diminuer ses possibilités, sa facilité à venir me contrer. Je l'ai pas fait souvent, je vais pas vous dire que c'est quelque chose, donc là je l'ai fait un petit peu contre lui. Je l'ai fait aussi une fois, j'avais à ma droite un mec vraiment maniaque, donc je sais plus si j'en avais parlé dans mon blog de ce gars, mais c'était clairement flagrant, enfin le mec qui était hyper maniaque, qui me pourrissait ma partie parce qu'il me niquait tous mes spots, et donc finalement j'ai fait ça pour le calmer, tout simplement pour qu'il soit obligé de se resserrer, pour qu'il joue moins de mains, et qu'il me laisse un petit peu plus de possibilités. Et voilà les principaux cas que je l'ai fait, c'était vraiment ces deux cas là où j'ai passé la soirée en fait à faire ça quoi, enfin la soirée ou la journée à faire ça. Mais ouais, voilà donc ce que vous pouvez faire aussi, la manipulation que vous pouvez faire, c'est un petit peu ça, c'est donc soit donc inciter à être cool avec les adversaires et les faire venir jouer avec nous, soit les faire tilter sur le coup, donc tiens je vais faire un truc maintenant qui va faire tilter, lui montrer un gros bluff, lui faire le coup de je veux pas t'écouter la musique, lui faire ce que j'ai envoyé le pourboire, etc. Soit ça va être sur le travail, sur le long terme, enfin sur la soirée, où je vais m'imposer et l'écraser petit à petit, faire en sorte que de l'étouffer, d'étouffer son jeu. Donc en l'étouffant aussi physiquement pour commencer. Alors, on a le droit de leur rentrer dedans pour se défendre jusqu'à quel point? Là tu l'envoies chier. Si jamais il y en a un qui te fait ça à côté de toi, t'es là et puis il y en a un qui commence, enfin tu sens qu'il est en train de te rogner ta place, bah tu lui dis oh pousse-toi un peu, j'ai ma place quoi. Alors si tu veux, alors déjà moi je déconseille de se laisser faire. Vraiment si quelqu'un vous fait ça, ne vous laissez pas faire, faites quelque chose. Première chose, vous pouvez tout simplement lui dire sur le ton de la rigolade, lui dire non mais t'as pas l'impression que tu prends un peu tes aides, et excuse-moi là j'ai besoin de ma place.
Donc on le remet gentiment à sa place. En théorie, il va s'arrêter. S'il continue, on lui fait remarquer 2-3 fois. Et puis après, s'il continue vraiment, on va demander soit changer de place, soit on va demander au croupier qu'il fasse quelque chose. Mais en théorie, il doit nous laisser tranquille. Enfin, chacun à sa place. On n'a pas à déborder comme ça sur les autres. Sinon, on peut le faire aussi en étant agressif. On peut aussi nous-mêmes essayer de l'agresser. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas forcément. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez répondre de manière... Moi, je pense que quand quelqu'un décide de vous agresser, c'est sûrement qu'il y a des raisons. En plus, c'est rarement qu'il est désavantagé par rapport à vous. Ce sera souvent quelqu'un qui a la position sur vous, quelqu'un qui va pouvoir vous mettre la pression. Et donc, essayez pas de surenchérir là-dessus. Essayez plutôt de désamorcer la chose, soit donc en changeant de place, soit en le remettant à sa place. Ah oui, ça, les rares fois où on passe un gros bluff, faut absolument le montrer fièrement. Pas absolument, Mike Foxy Baby, ça dépend, faut vraiment avoir une raison derrière. Sans oublier oui papa, oui tout à fait. Mais effectivement, on peut le faire, mais faut pas le faire à chaque fois. Mais c'est vrai que de temps en temps, genre vous commencez la session, les mecs vous connaissent pas, vous n'êtes pas du tout du genre à faire des gros bluffs, vous êtes amené sur une des premières mains à faire un bluff, montrez-le. Et si vous avez un peu de chance, vous allez avoir une deuxième main derrière, vous savez être le cas aussi, montrez-le aussi dans ce cas-là. Et c'est pas du tout votre jeu habituel, vous l'avez montré 2 fois, et du coup les mecs vont avoir un mauvais rythme sur vous, et derrière, ils vont mal jouer. Mais ouais, pour faire tilter, ouais, aussi, tout à fait. Après, ça dépend, pas toujours. Mais effectivement, ça peut aider. Alors, est-ce que changer de place, ça ne montre pas de la faiblesse? Tu t'en fous de montrer de la faiblesse, en fait. C'est pas un problème de montrer de la faiblesse, parce que c'est juste que tu t'éloignes de sa zone de contrôle, tout simplement. Et en sortant de sa zone de contrôle, déjà, il sera plus, s'il est juste à ta gauche, il sera plus en position sur toi, et en plus, il peut pas physiquement venir t'emmerder. Donc c'est pas grave d'avoir montré de la faiblesse, t'en as rien à faire. Ouais, tout à fait. Donc ouais, c'est dans le but de se faire montrer les gros bluffs, effectivement, ça sert de temps en temps. Pour lui mettre fin. Alors si on montre de la faiblesse, est-ce qu'il voudra davantage jouer contre nous? Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Là le problème, c'était pas que le joueur veut jouer contre nous. Le problème, c'est que il a un avantage parce que par exemple il a la position, et en plus il essaye de prendre un avantage psychologique en venant m'écraser. Donc c'est pour ça que ça me dérange de jouer contre lui. Mais après, si je m'éloigne, si je vais ailleurs, il a plus la position sur moi, et psychologiquement il peut pas m'écraser. Donc c'est pas du tout grave. On peut changer de place en restant sur la table, ça dépend. À cran, ça dépend des endroits. C'est pas forcément le cas. Ça dépend des casinos. Aux croisettes, on doit demander l'autorisation des autres joueurs. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais dire. Alors je crois qu'il y avait quand même une conclusion, si j'arrive à faire avancer le truc. Alors, donc ouais, pour conclure, première chose, ritualisez bien ce que vous faites. Dans tout ce qui est classique, donc acheter ses jetons, faire vos mises, regarder sa main, regardez ce qui se passe autour de vous. Tout ça, essayez de le ritualiser, de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin d'y réfléchir au fur et à mesure, que ce soit quelque chose qui devienne naturel et qui soit fait vraiment, quand vous réfléchissez pas, vous faites ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut, donc pour ça, il faut ritualiser et faire tout le temps la même chose. J'ai un problème avec mon PowerPoint. Deuxième chose, donc c'est faites revenir le fiche. Donc pour ça, il faut être cool avec lui, il faut participer au fait qu'il prenne du plaisir à venir perdre son argent au casino. Et il faut l'inciter, en plus de ça, à jouer contre nous, à jouer le plus de mains possible contre nous. Alors, Evisa qui me demande si le coaching a été enregistré, qu'il a raté le début. Ouais. Et d'ailleurs, t'as celui de la semaine dernière que tu peux regarder aussi. Normalement, il devrait être publié aussi, celui-là. En théorie, s'il n'y a pas de souci. Donc, incitez le fiche à jouer contre vous. Donc vous voulez pas qu'il limp fold lorsqu'il se retrouve en tête à tête avec vous, mais qu'il vienne trouver un limp call. Donc par exemple, vous avez joué un coup, vous avez relancé, le truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a eu 3 joueurs, le fiche a joué contre vous, d'après vous relancez, il est tout seul, il est en train de réfléchir, et vous lui dites tout simplement, ah tiens, encore un coup contre toi. Ça va l'inciter encore plus à payer. Voilà, tout ce genre de choses. L'anecdote, je l'ai dite, c'était celle des 100 € de pourboire là, pour le faire tilter. Et vous en avez eu plein des histoires là. Désolé. Donc ouais, donc tout ce genre de choses, ouais, vraiment à apprendre à faire pour inciter le fiche à venir jouer le plus de mains possible contre vous. Manipuler le reg, donc ça voilà. Ne soyez pas trop agressif contre les fiches, contre les joueurs que vous connaissez pas, contre les mecs que vous ne connaissez pas. Mais par contre, contre les régulars, surtout contre ceux que vous n'avez pas,
qui ne font pas partie des personnes sur qui vous allez prendre le plus d'argent, voire qui sont peut-être négatifs pour vous. Comme je disais, le mec qui pourrit un peu l'ambiance à la table, ou le mec qui vous 3-bet beaucoup, alors que vous ouvrez loose, vous aimez pas vous faire beaucoup 3-bet, etc., etc., ce genre de choses. Venez le manipuler, essayer de le faire tilter, essayer de faire en sorte de le calmer, donc l'écraser, etc. On veut des histoires, Père Castor continue l'histoire encore. Ouais, bah là il y en a plus pour aujourd'hui, mais il y en a pour les autres fois, ne vous inquiétez pas. Je vais pas toutes les sortir d'un coup. Alors il y avait une question encore que j'ai répondu en introduction, judoka, question niveau bankroll, je conseille combien? Donc comme je disais, c'est on peut descendre par rapport à ce qu'on fait sur internet, quelque chose comme 15 buy-in, même ça me paraît ok, sur 20 buy-in pour être un petit peu safe, et après ça dépend si on est à l'aise avec les montées et descentes de buy-in, quoi. Isaac 40, tu disais que pour les MTT petits, il faut faire du jeton et beaucoup jouer en étant agressif au calling station sur les tables très collantes. Alors ça, c'était sur les MTT winner take all, hein. C'était bien pour les winner take all dont tu parlais. Donc le seul but, c'est de finir premier. Donc on veut ramasser tous les jetons. Donc c'est comme en cash game en fait au final. Sur les autres, ouais, ça va dépendre. Je peux pas donner de ligne directrice winner take all, ouais. Pour les MTT normaux. RomTT dit gaffe aux gros tips quand même, ça change la cote de peau et donc notre call equity, tout à fait, ouais. Ok, bon, bah, je vous remercie à tous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez loupé le début, comme je disais à Evissa, mais aussi pour les autres, il y a eu une fac au début, donc il y a plein de questions, donc le BRM, etc. J'en ai juste reparlé 2 secondes parce que j'en ai beaucoup parlé en début. Donc n'hésitez pas, si vous avez loupé le début, il y avait la fac pour répondre à tout ça. Et donc regardez ça, n'hésitez pas à faire des commentaires comme la dernière fois dans le blog et sur la vidéo. Comme ça, on pourra continuer. Et si on peut continuer, la prochaine fois, le sujet que j'aimerais traiter, c'est l'observation. Donc tout ce qui est observation, donc il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Qui choisit observer, comment on fait, etc. Tout ça, c'est super important. Et ensuite, donc ça, c'est un peu les bases donc ça fait un peu partie du comportement aussi, mais c'est un peu les bases qui vont permettre ensuite de servir de ce que j'aimerais parler par la suite, c'est-à-dire les tells, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Si je trouve comment on arrête. Ça y est, j'ai trouvé. À bientôt, ciao tout le monde.